Emma Lebaille, mes essentiels avec... Avec Klemt. Bonjour Clemt, ravie Bonjour. de te retrouver par écran interposé aujourd'hui pour échanger autour de ta création depuis près d'un an maintenant. Ouais. On va remonter un petit peu dans le temps et je vais te proposer déjà de me raconter quelle était ta vie d'avant, dans le monde d'avant le confinement. Donc avant le confinement, comme tout le monde, hein, je profitais des restaurants et des bars et des copains. Et ma vie d'avant, c'était plein de projets de prévus en termes d'exposition, en termes de voyage à l'international, pardon. Et, euh, et la vie d'avant, c'était une vie, je sais pas comment dire, insouciante peut-être, ou sans risque de tomber malade ou quoi que ce soit. Et une vie très chaleureuse, on va dire. Comment ça se passait pour toi au quotidien dans ton travail? Comment ça s'organisait? Est-ce que tu peux nous décrire un peu Un peu anormal. Alors moi, je suis avec une compagne où je bouge entre mon appartement, mon atelier et chez elle. Donc généralement, c'était 6 jours chez moi, 6 jours chez elle et, euh, et puis je travaillais, voilà. J'ai besoin juste d'une feuille et de mes crayons, de ma plume, mes encres. Et je passe mes journées à dessiner, à gratter le papier avec ma plume, tout simplement, ouais. C'est une journée tout à fait normale qui n'ont pas trop changé maintenant. Mais voilà, c'est quand même un travail assez solitaire. Et puis voilà. Et du coup, tu travailles tous les jours dans Tous les des jours, horaires ouais. réguliers. Tu me Alors, donnes un cadre, comment ça ouais, se passe? ouais, la semaine, c'est quand même assez régulier. Mais après, ça va, j'ai pas de jour férié, j'ai pas de week-end, rien. C'est du lundi au dimanche et c'est dès que je peux, dès que j'ai envie, on travaille à fond, quoi. Surtout la semaine, où la semaine, j'essaie de garder les horaires un peu, on va dire, type salarial, où j'essaie de m'y mettre le plus tôt possible. Alors parfois, ça va être très très tôt, je vais m'y mettre à 4h, 5h du matin. Parfois, ça va être un peu plus tard, sur les coups de 9h, 10h. Et souvent le soir, jusqu'à très tard, jusqu'à entre 20h et minuit, on va dire. C'est des tableaux qui prennent beaucoup de temps, donc faut y aller, quoi. Est-ce que tu sais à l'avance, quand tu démarres une œuvre, le temps que tu vas mettre à la faire, tu as une idée ou c'est vraiment au fur et à mesure que ça se C'est au dessine? fur et à mesure, mais j'ai déjà une petite idée. On va dire que j'ai une fourchette entre 3 semaines et un mois et demi. C'est la moyenne par tableau. Après, suivant que ce soit en noir et blanc, que ce soit en couleur, il y aura forcément plus de complications en couleur qu'en noir et blanc. Mais généralement, ouais, je sais à peu près à quoi m'attendre. Ça dépasse pas les 2 mois, on va dire. C'est un mois et demi par tableau en général. Et après, tout dépend du format, bien sûr, et de la technique. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, sur ta technique, décrire un petit peu ta spécificité et surtout, Ça se rapproche un peu de... Ouais, vas-y, euh, vas-y. ça, se ça se rapproche un peu de la gravure, du coup. Donc, tout est fait à la main. C'est de la plume et de l'encre. Donc, j'ai appliqué des couches successives de petits traits que je vais venir croiser au fur et à mesure. Et parfois, je vais atteindre une trentaine, une quarantaine de couches sur certains détails. Et c'est vraiment l'application par couche fine de petits traits, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Et pour la couleur, après, je vais venir mélanger mes couches avec du bleu, du violet, du rose, du rouge. Et pour créer une teinte et une vibration au niveau visuel. Et voilà, quoi. Donc, c'est des couches successives qui prennent 1 mois, 2 mois par tableau. Quand tu travailles sur un tableau, il y en a un seul en cours ou tu peux travailler sur plusieurs œuvres Ouais, en simultanément? général, il y en a un seul en cours, il y en a qui sont en préparation. C'est des croquis, etc., des recherches, mais en général, ouais, il y en a, c'est un par un. Ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Et je suis de ceux qu'il faut, pour moi, où un tableau, c'est une émotion qui passe. Donc, il faut que je garde cette émotion-là. Je vais pas faire un tableau mélancolique et un tableau hyper joyeux en même temps, ça va pas matcher, les énergies seront pas là. Donc, c'est vraiment un tableau, une émotion, une idée, et on fait que ça pendant tout le temps. Et après, une fois que je sens que l'énergie est passée et que l'émotion est passée, c'est le moment de signer. Donc généralement, il faut quelques jours encore de petits détails, de retouches et c'est fini après. Et on passe à autre chose. Moi, c'est vraiment important de garder l'émotion et l'énergie quoi, autour d'un tableau. Il faut essayer de le faire vibrer le plus possible. Et comment tu fais pour la tenir, cette émotion, pendant des semaines? C'est quoi ton truc?
Bah, je pense que j'ai déjà le visuel très fort en tête. Je sais déjà quoi, enfin, là où je vais emmener le spectateur, sur quelle émotion, sur quel mouvement. Et après, on la garde. Mais enfin, je sais pas, c'est comme quand tu relis ton livre préféré, tu as toujours la même émotion. Ou quand tu lis ton poème préféré, tu as toujours la même émotion. Ouais, c'est pareil avec mon tableau, quoi. Je sais que là, c'est le tableau du moment, c'est celui où j'ai trop envie de dessiner, j'ai trop envie de le continuer, j'ai vraiment envie de le pousser au maximum. Et l'émotion reste là parce que je le veux aussi. Et c'est compliqué à expliquer. De toute façon, chaque tableau est une partie de moi, donc je sais pas comment l'expliquer en fait. Mais voilà, enfin, j'arrive à tenir dessus hyper longtemps, sans Quand problème. quand tu dis que c'est une partie de toi, c'est une partie d'une histoire, ça Ouais, renvoie à quelque chose que tu as vécu? alors oui et non, en fait, je pense que c'est un tout. Déjà, il y a l'aspect technique, hein, où c'est une technique qui évolue constamment de tableau en tableau, que j'aime travailler. Je me fais aussi des gros challenges à chaque fois pour un nouveau tableau, un défi technique, bien souvent, où je sais pas trop comment je vais faire, mais il faut que j'y arrive. Ensuite, une partie de moi parce que je l'ai pensé, je l'ai créé et je le vis au quotidien, au fur et à mesure. Chaque couche de trait, je vois le tableau apparaître. Et c'est aussi des longues journées de réflexion, de savoir quelle direction je pars, à gauche, à droite. Et c'est aussi ouais, des histoires qui sont passées dans ma vie, personnelles ou alors que j'ai entendues. Mais c'est des choses qui t'alimentent en termes de personnalité, en termes de regard. Et je pense à un tout, en fait. Ouais. Et c'est aussi, il y a aussi un truc que j'adore mettre dans mes tableaux, que j'essaie vraiment de rester le plus possible. C'est le côté universel, c'est-à-dire d'être le plus universel possible dans mon propos et ça rejoint d'ailleurs un peu ce qui se passe en ce moment, c'est le côté un peu essayer d'être le plus possible en vision universelle, comment dire, c'est un peu compliqué à expliquer en fait, mais je parle plus de l'homme en général que d'une personne en particulière ou d'une histoire particulière. Et je parle beaucoup justement de la confrontation entre l'homme et la nature, et c'est ce qui fait, c'est ce qu'on vit tous les jours en fait. Et par rapport à cette création, en quoi c'est essentiel pour toi que de créer tous Bah, les en fait, jours? je suis né comme ça. Depuis que je suis petit, je crée. Depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon dans les mains, je dessine. J'ai toujours aimé créer, que ce soit de la poterie, enfin, modelage ou dessin ou n'importe quoi en fait. Même écrire à mes heures perdues, mais c'était il y a très longtemps ça. Mais voilà, depuis petit, j'ai toujours été bercé dans un univers créatif. Mon père peut peigner énormément et peint toujours d'ailleurs. Et voilà, j'ai toujours été bercé dans son atelier, à le voir réaliser des nouveaux tableaux, des copies surtout, et copies de grands maîtres. Et voilà, je pense que je peux pas vivre sans création et je peux pas vivre sans dessiner, quoi. Passer un mois sans dessiner, je crois que ça m'est jamais arrivé. Et voilà, c'est une partie de moi qui a besoin de s'exprimer, je pense, à travers les crayons, quoi. Alors du coup, là, on en arrive au premier confinement, Ouais, mars 2020. ouais. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu réagis? Qu'est-ce qui change pour toi à Alors l'annonce de ce confinement? au début, il y a eu un côté, on va dire, c'est un peu étrange de dire ça, mais j'ai eu un côté un peu retour en enfance en mode, ça m'a rappelé la tempête qu'il y avait eu une année, je sais plus, 98, je crois, je sais plus quoi, on était coupé l'électricité, on devait rester à la maison, on pouvait rien faire. Ou ça me rappelait aussi des périodes d'avant où on était confiné chez les grands-parents tout un été, on pouvait pas sortir, on pouvait rien faire. Et là, sachant que j'allais être confiné chez ma copine à la campagne, avec les deux petites, donc j'allais leur donner l'école. Il y avait un côté un peu, on va dire, allez, ça passe, c'est pour quelques mois, c'est assez drôle, ça va pas durer, etc., quoi. Je pense qu'on n'avait pas vraiment mesuré l'ampleur des dégâts au mois de mars. Mais il y avait un côté un peu drôle, amusement, où du coup, bah, j'ai bricolé plein de choses pour faire jouer les enfants, pour leur donner la créativité. J'ai acheté de la peinture, enfin, j'ai construit une tente dans le jardin. C'était l'été arrivé en plus, donc enfin, c'était plein de petites choses assez, ouais, assez insouciantes. Et on se disait, bon, bah voilà, le matin, on fait cours aux filles, et l'après-midi, on leur laisse un peu de liberté. Et nous, on va essayer de travailler surtout le fin d'après-midi, début de soirée où au final, ça ne changeait pas grand-chose pour moi et ma compagne qui est écrivain.
Donc, on a tous les deux le même mécanisme, le même processus de création. On travaille beaucoup le soir. Et donc, pour le début, c'était pas bien compliqué. Le plus dur, c'était pour l'école, essayer de leur garder à un niveau important. Donc là, oui, ça a changé pas mal de choses pour nous en termes d'emploi du temps, mais ça n'a pas changé trop au niveau de la création et je ne me suis pas senti en prisonnier, on va dire. J'ai commencé à sentir, ça a commencé à devenir compliqué vers la fin du premier confinement, ouais, où là, la sensation de période de liberté commençait à se faire sentir, de remplir un papier pour sortir, etc. Ça commençait un peu à m'agacer. Ouais. C'était un peu compliqué. Et quand tu dis que ça Mais commence à se faire sentir, ça prend quelle forme? C'est ça, bah, dans ton état. en fait, je suis quelqu'un de très libre en général. J'ai du mal pas à m'engager, mais j'ai du mal à ce qu'on m'enferme. Donc, le fait qu'on puisse pas aller voir la famille, qu'on puisse pas aller voir les amis, qu'on doit faire un papier pour sortir, ça a été très compliqué et je me sentais vraiment un peu étouffé à la fin. Étouffé d'avoir la routine où je savais très bien que je pouvais pas sortir de cette maison. La routine où je pouvais pas, je sais pas, par exemple, faire des longues balades de 2 heures sans papier. Et encore, je crois qu'au début, c'était 40 minutes, je crois, ou 1 heure le temps de. Enfin, je sais plus, enfin bref. Donc on avait un timing en plus à respecter, c'était assez compliqué, ouais. Donc ça, j'ai la chance de pouvoir sortir des chiens et de me balader un peu. Mais à force de voir les mêmes paysages tous les jours, ça devenait compliqué à la fin. Ouais. J'ai besoin de respirer, de voir du monde et c'est ce qui s'est compliqué par la suite, quoi. Et par rapport à ton travail, est-ce que ça a un impact, le fait de devoir être confiné, Au malgré début, ton au début, non, il rythme n'y avait pas quotidien? d'impact. Non, au début, il n'y avait pas d'impact. J'ai pas vraiment senti vraiment la différence au niveau du travail. Le seul problème, c'était que j'avais pas forcément mon atelier. Parce que moi, je vis du coup, mon appartement est à Limoges, tout mon atelier est à Limoges. Donc, j'ai ma lumière qui est très spécifique. J'ai tous mes souvenirs d'enfance, j'ai tous mes livres de peinture, j'ai tous mes cahiers de croquis. Enfin, je pouvais pas déménager tout mon atelier chez ma compagne. Donc, ouais, il y a des trucs qui m'ont un peu manqué. Le fait d'accéder à certaines informations ou remémorer certaines choses à travers mes livres de croquis, etc. Mais sinon, non, il n'y a pas eu vraiment de changement radical ou compliqué au début, quoi. C'était assez. Ça coulait de source, quoi. Je suis quelqu'un qui m'adapte très vite aux situations où j'ai pas trop besoin de me morfondre ou d'avoir de remords ou de m'énerver. C'est bon, bah voilà, j'ai une table, j'ai une feuille, j'ai de la lumière et j'ai mes crayons, on y va, quoi. Ça, c'est là-dessus, il n'y avait pas trop de changements au début, quoi. Et alors après, au fur et à mesure, déconfinement, reconfinement, comment Non, ça a évolué? en fait, ce qui a été un peu compliqué, c'est de voir que toutes les expositions qui étaient prévues au courant de l'année ont été annulées ou reportées, mais qui au final, reportées, ça donnait que c'était annulé quand même. C'était hyper compliqué d'avoir une visibilité sur le temps, en fait, sur le savoir, OK, à telle période, j'ai tant de tableaux préparés, ou voilà, là, en l'occurrence, mon exposition était prête. Il fallait vraiment que j'arrive à savoir quand est-ce que j'allais exposer, avoir une visibilité aux yeux des gens et est-ce que les grands projets qu'on avait parce que c'était des très beaux projets d'exposition, est-ce que ça allait se relancer? Là, ça commençait un peu à devenir compliqué en septembre. Du coup, je suis décidé à faire une expo très rapide, une petite expo à Limoges au mois de septembre. Du coup, j'étais hyper étonné, ça s'est super bien passé. Donc, entre les deux confinements, j'ai pu faire une petite expo qui m'a permis de revivre un peu ma vie d'avant, on va dire, bien qu'il y ait eu les masques, etc. Les gens n'ont pas hésité à venir comment dire, à bien discuter avec moi. Ça, c'était hyper agréable. Et puis après, deuxième confinement, là, c'est devenu un peu plus compliqué parce que j'ai dû annuler l'expo en cours, récupérer les tableaux hyper vite, tout déménager hyper vite pour le matin pour partir après l'après-midi chez ma copine et ma compagne et finir en confinement. Et là, ça a été compliqué parce que j'ai pas eu trop le temps de voir tout le monde. Parce qu'on repartait sur un confinement en hiver, alors que le pré-confinement était plus dans l'été, donc ça allait, il faisait chaud, on pouvait profiter de l'extérieur. Là, c'était vraiment confinement intérieur. Bien que je me plains pas, on est en campagne, hein, je pense aux pauvres gens qui sont en appartement, ça devait être hyper compliqué pour eux aussi. Mais en tout cas, de mon point de vue, moi, ce qui était plus compliqué, c'est qu'on a commencé à vivre avec les écrans, voir les gens qu'à travers les écrans, les entendre qu'à travers le téléphone. Et moi, qui ai déjà beaucoup de problèmes avec les écrans et les téléphones, c'était hyper compliqué pour moi.
Et ça le devient de plus en plus parce que j'ai besoin d'aller dans un bar, de voir les gens rigoler, de voir les gens pleurer, d'entendre des histoires, d'entendre l'énergie, de sentir l'énergie des gens, en fait. C'est ce qui m'inspire, c'est ce qui me motive. Et j'ai besoin de me dépenser aussi à aller quelque part avec une bande de copains ou même découvrir de nouvelles personnes. Je suis quelqu'un d'hyper ouvert, j'adore rencontrer de nouvelles têtes. Et tout ça, ça a été coupé dans un élan où j'ai plus d'exposition, plus personne qui voit, plus personne que découvrir. Enfin, c'était assez compliqué tout ça. Et là, ça commence à devenir un peu plus compliqué en processus de créativité parce que j'ai eu une période au deuxième confinement, je me sentais un peu vidé, hyper vide d'énergie, vide de créativité. Et puis, une mini déprime s'est un peu installée au début en me disant bah, est-ce que je vais pouvoir continuer mon activité? Est-ce que ça va réouvrir un jour, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué Parce de que ce que tu décris, c'est le lien entre ton travail et l'extérieur, le fait d'avoir des occasions, de rencontrer des personnes, un public lors de tes C'est ça. expositions. Ça nourrit ton Ah, travail. moi, complètement, ouais. De quelle manière? C'est compliqué à expliquer. En fait, j'ai un lien très fort avec les gens et avec la nature. Donc, c'est assez compliqué à expliquer. C'est grosso modo, j'ai une vision du monde qui, en fait, on est vraiment des poussières d'étoiles. On est tout petit par rapport à l'univers. Et je trouve ça merveilleux, aussi petit qu'on soit dans l'univers, avoir toutes ces émotions-là, des remords, des moments de joie, des moments de doute. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui m'intéressent, à comprendre pourquoi quand on est dans une situation très critique, ouais, certaines personnes vont se dire, allez, ça va aller, il faut qu'on continue, il faut qu'on avance, et d'autres vont totalement laisser lâcher prise. Et c'est toute la conscience et le conscient de l'être humain qui m'intéresse. C'est le côté pourquoi on dit l'homme et la nature, pourquoi on ne dit pas que l'homme fait partie de la nature, alors qu'au final, on vient tous de ces mêmes atomes, mêmes molécules qui a fait que la vie s'est créée, aussi bien qu'une plante qu'un homme. Et en fait, c'est ça que j'ai besoin dans ma vie, c'est de voir du monde, écouter leur petit monde, comment ils pensent dans leur tête. Chaque être humain est un monde à part, et à chaque fois, c'est toujours plaisant de découvrir ce petit monde, même si la personne en face est assez, par exemple, je sais pas, énervante ou agaçante, tu as du mal à rester avec cette personne. J'aime bien me demander pourquoi elle m'agace, pourquoi elle pense comme ça, pourquoi elle est aussi fermée, pourquoi elle est aussi ouverte. Enfin voilà, c'est plein de choses pour moi qui m'intéressent et qui me nourrit dans mon propos, dans mes tableaux. Beaucoup de tableaux. Là, par exemple, j'avais fait un tableau au mois de mars pendant le confinement. C'était une tête qui se prend, les bras qui se prend la tête, bah, juste derrière, là, justement. Et voilà, ça illustrait bien le sentiment du moment, quoi. Et la tête, c'est full head, tête pleine. Et ça voulait dire bien ce que ça voulait dire. C'est que là, j'avais trop de choses dans ma tête. Il fallait que j'évacue ça, justement, au bar, au restaurant, au parc, dans les concerts. Enfin, juste de s'aérer la tête et de voir d'autres mondes, quoi. Quand on est trop repli sur soi-même, c'est trop compliqué. Je trouve qu'on perd quelque chose. Et là, le fait d'être forcé à rester chez soi, c'est exactement ça qui m'oblige à faire quelque chose qui n'est pour moi pas humain, quoi. C'est pour Mm. l'être humain, il est fait pour voir du monde, il est fait pour se socialiser, pour aimer, pour détester, mais c'est l'être humain, propre à l'être humain, quoi. Et du coup, là, tu parles vraiment de la relation qu'il y a entre ce qui se passe à l'extérieur, l'environnement global dans lequel on évolue et la manière dont toi, tu le traduis dans ton travail. C'est ça, ouais. Il y a eu cet homme qui se prenait la tête. Comment ça a évolué après sur les autres pièces sur lesquelles tu as travaillé depuis le mois de En mars? fait, ouais. En fait, moi, c'est toujours le même principe, c'est je vais me prendre la tête très vite. Et une fois que la tête est bien pleine, je vais la vider rapidement. Donc c'est un processus qui est assez répétitif. Chaque tableau, je vais me prendre la tête à un moment en me disant il est pas terrible, j'ai loupé l'émotion, j'ai loupé plein de choses. Du coup, je vais me prendre la tête et puis il y a un moment où il y a quelque chose en moi qui va dire allez, c'est bon, on avance, on trace. Plus vite ça sera fini, plus vite tu pourras passer à autre chose. Mais j'abandonne jamais par contre. Et au final, j'arrive toujours à sortir des choses qui me dépassent. Parfois, ça m'est déjà arrivé de regarder certains tableaux, je me suis demandé comment j'ai fait à cette période-là. Mais je pense qu'en fait, le processus créatif, tout processus créatif, que ce soit le fait de cuisiner, le fait de sculpter, de créer de la musique, la création est une forme de méditation. Et en fait, je trouve qu'on s'élève, le temps passe à une rapidité incroyable. On est présent physiquement, on exécute physiquement, mais l'esprit, le corps est parti en fait. Et ça, en fait, je trouve que c'est aussi la créativité, c'est l'un des meilleurs moyens comment dire, de sortir tout ce qui est négatif en soi. Et parce que c'est une forme de
de méditation, ouais, c'est ça, ouais. Donc, en fait, le confinement, il y a une période où ça m'a hyper compliqué la vie sur le plan matériel, sur le plan professionnel, en me disant comment je vais faire. Et à la fois, ils m'ont obligé aussi à me replier encore plus sur moi-même et à encore plus avoir une vision différente du monde, euh, notamment le fait qu'on est vraiment fragile et que la nature est d'autant plus, beaucoup plus fragile que tout ce qu'on pensait. Bien que ça, on le sait depuis des années, mais bon, bref, c'est encore autre chose. Mais voilà, et du coup, il m'oblige à avoir un regard un peu différent. Et le fait d'être resté tout le temps sur des écrans, voir notre famille sur les écrans, voir des amis et de regarder la télé, c'est que les écrans, les écrans, les écrans. Je trouve que là, moi, personnellement, j'atteins une overdose d'écran où il me force justement à aller encore plus vers la nature, encore plus loin de tout ça. Et donc, il y a du bien et du positif et du négatif, quoi. Mais après, c'est un combat de tous les jours, à garder sa tête froide et assez positif, hein. C'est le plus important, quoi. Alors, je te rajoute une couche d'écran, du coup, en Ouais. te proposant Ouais, bah cet ouais, mais on n'a pas le échange. choix. Mais du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as appris de toi depuis cette période? Si tu as découvert quelque chose sur toi? Ben, moi, je crois pas que j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même parce que enfin, j'ai déjà fait un gros travail sur moi-même les quelques dernières années. Et au point où maintenant, bien avant le confinement, j'étais serein avec ma vie, en phase avec moi-même. Disons que j'ai plus trop rien à me cacher, personnellement parlant. C'est plus que ça, j'ai découvert beaucoup plus de choses sur l'être humain et les gens en général. Alors, c'est pas question de juger ou quoi que ce soit, c'est juste que bon, on l'a tous vu avec la folie du premier confinement, les gens comment réagissaient au supermarché. On a tous vu comment certaines personnes respectent pas les autres. Et, enfin, on voit vraiment comment l'être humain fonctionne en temps de crise. Et moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur l'être humain, tout simplement, quoi. C'est surtout cette vision-là que j'ai eue, qui est à la fois positive et négative, parce qu'il y a aussi de très belles choses qui sont passées pendant le confinement, des gens qui avaient de très belles idées et qui ont aidé d'autres personnes. Et je trouve ça super, super intéressant. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, si tu penses à je sais pas, une situation qui restera la plus compliquée pendant cette période-là par rapport à ton travail? Bah, pour moi, c'est le fait de parler de visibilité, d'être. Mais de toute façon, notre métier est déjà comme ça à la base. C'est déjà quelque chose où on produit, on ne sait même pas si on va être visible, on ne sait même pas si le galeriste va vouloir nous exposer, on ne sait pas s'il y aura du monde à notre expo. C'est toujours déjà de base un travail solitaire et à marcher dans l'ombre, dans la brume et toujours chercher la lumière et le point de sortie. Et là, ça a rajouté une couche d'autant plus parce que il y avait déjà une crise des galeries avant le confinement, qui du coup s'est accélérée pendant le confinement avec la crise mondiale. Il y a un manque de visibilité pour tout le monde, et notamment pour nous les artistes. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra exposer. On ne peut pas faire de demande d'expo à qui que ce soit parce qu'ils ne savent même pas s'ils vont être ouverts ou pas. Donc surtout ça, en fait, le plus difficile, c'est le fait de ne pas avoir de visibilité. Mais pour tout le reste, je trouve que ça a été assez bénéfique. Moi, ça m'a permis aussi de me développer à côté et de et d'essayer d'autres médiums hein, comme la menuiserie où c'est un truc qui m'a toujours attiré et du coup ça m'a donné plus de temps pour faire ça avec un peu en mode rien à faire, de toute façon on est perdu pour perdu, autant que je m'amuse et j'utilise ce temps à faire quelque chose et qui au final a découlé sur des nouvelles pièces d'œuvres d'art où je me dis bon bah voilà il y a encore une autre porte qui s'ouvre et j'ai encore autre chose à découvrir, mais voilà, après négatif c'était juste le côté visibilité, quoi. C'est juste ça, je pense. Et quand tu dis que ça a ouvert d'autres portes, donc tu t'es mis à faire des œuvres que tu avais jamais, tu as touché à quelque chose que tu avais jamais encore tenté. Comment c'est venu? D'où c'est venu? Et ben, en fait, tout simplement, j'ai des idées de faire. En fait, ça fait des travail de plusieurs années où on a plein d'idées et on se met bon. Pour l'instant, c'est pas le moment. On va mettre ça là. On verra ça plus tard. J'ai pas le temps. Il faut que je produise des tableaux. Ces tableaux, c'est déjà. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et là, vu que j'ai pu dégager un peu plus de temps, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est peut-être l'occasion d'explorer un peu, de faire ses propres encadrements et de faire des encadrements profonds avec des tableaux beaucoup plus éloignés, enfin le dessin est beaucoup plus éloigné dans la boîte, et essayer de faire des maquettes. Enfin voilà, je suis vraiment laissé, comment dire, une liberté que je ne me suis pas autorisé avant, en mode on fait, on essaye, et puis on verra bien ce que ça donne à la fin, sans prise de tête, sans me dire que c'est bien ou mauvais, sans me dire est-ce que ça va plaire ou pas, sans me demander est-ce que c'est un intérêt de le faire. C'était juste voilà, de me dépenser dans quelque chose d'un peu plus physique que de rester assis à une table et de gratter mon papier.
Donc la minuterie, c'était vraiment un truc qui m'a toujours plu. Le travail le bois, ça m'a toujours attiré. Et c'est venu tout seul en fait. C'est voilà, un coup de tête un dimanche matin, allez hop, je vais dans le garage et je vais travailler toute la journée dans le garage. Et puis au final, ça m'a pris toute la semaine, quoi. Et comment tu t'es senti, toi, en faisant ça? Comme quand je dessine, hein, on n'est plus là. Et en plus, j'adore mettre des vieilles musiques des années 30, voilà, où ça crée vraiment une ambiance particulière. Donc ouais, j'étais hors du temps, hors de ce monde et j'étais dans mon monde, quoi. À chercher à trouver des solutions à chaque problème que je rencontrais, à chaque étape, et à comprendre pourquoi il y a eu tel problème, pourquoi ça a cassé, pourquoi ça fonctionne. Et voilà, c'est vraiment ouais, sortir de ce monde pour me mettre dans ma bulle. Et comme quand je dessine, je suis dans ma bulle, je suis vraiment tout seul et il n'y a personne pour me déranger, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as dû abandonner radicalement dans ta manière de travailler du fait du confinement et du déconfinement, ce nouvel environnement dans lequel on a été? Bah non, si, à part ma liberté de quand ça va pas, bah hop, j'arrête tous les crayons, je pose tous les crayons, je sors. Je vais voir les copains, je vais boire une bonne bière, et puis voilà, enfin, juste le côté, allez, on arrête de penser au travail, on va juste se décompresser avec les copains, ou voilà quoi. Mais sinon, non, j'ai rien abandonné, rien n'a vraiment changé en fait, hein. De toute façon, déjà, mon travail de base, c'est un travail très solitaire, donc le confinement n'a pas forcément ajouté plus de solitude, c'est plus, quoique si, enfin, c'est juste le lien social qui est difficile à préserver. Et pour moi, un écran, quand on a fait des visioconférences avec des amis pour discuter ensemble, je suis pas à l'aise. C'est pas un truc je perds tout, je perds le regard, le parfum, la mimique, le sourire, tout ce qui fait un être humain, quoi. Tout ça, je le perds et c'est ce qui manque le plus, en fait. Mais à part ça, rien n'a vraiment changé dans le processus de travail, quoi. Ouais, justement, j'allais te demander qu'est-ce qui te manque le plus, donc tu y réponds là. C'est toute la dimension physique quand Ouais, tu humaine, es à l'écran. voilà. Bah, c'est ça, ouais, c'est vraiment ça, en fait, le tout côté social. Parce que je pense que vraiment, moi, je suis quelqu'un qui est fait pour voir du monde et rire, hein, et pleurer. Et voilà, enfin, je suis pas quelqu'un qui se cache ses émotions. C'est important pour moi de vraiment être en phase avec ses émotions et de les partager, quoi. Alors après, je dis pas faut tout le temps pour pleurer pendant des mois, quoi, mais ça fait du bien parfois de se confier à quelqu'un et le fait de se confier, euh, ça, mine de rien, en vrai, on a un lien qui se crée, une énergie qui se crée avec la personne en face. Alors que si tu te confies par téléphone ou par visio, c'est plus pareil. Là, il y a une passerelle entre l'émotion, je trouve, et l'outil qu'on utilise. Et je trouve que le plus bel outil, c'est le regard et la voix, quoi. Enfin, je pense qu'un écran ne pourra jamais remplacer ça, quoi. Pourquoi c'est important pour toi de partager tes émotions? Parce que c'est ce qu'on est. On est humain, on est fait d'émotions depuis qu'on est petit, depuis qu'on est né. Le premier chose qu'on fait, c'est qu'on pleure. Quand on arrive sur cette planète, on pleure, et puis après, on fait que de pleurer pendant des années parce qu'on a besoin de quelque chose. Et puis après, le cerveau se met en place, les émotions se mettent en place, la psychologie se met en place. Et c'est ça, c'est l'être humain. On va regarder un film, on va pleurer, on va regarder un autre film, on va rigoler. Et si on se raconte autant d'histoires, si les films aujourd'hui sont là, c'est pour se raconter des histoires, c'est pour avoir de l'émotion. C'est parce qu'on est comme ça. Le film est fait pour créer de l'émotion. Et si tout le monde va regarder un film, c'est pour avoir une émotion, avoir peur, rigoler, etc., quoi. Et l'être humain est fait pour ça. Et je trouve qu'on a perdu beaucoup de choses à cacher nos émotions au fil des décennies, à vouloir être comme ci, comme ça. Je trouve qu'on perd beaucoup de choses dans notre société. On perd le lien avec la nature et en plus de ça, on essaye de se renforcer, de ne pas montrer nos émotions. Je trouve que c'est totalement idiot, quoi. Parce Et qu'on est là, fait d'émotions. tu dis que donc, ce que tu as perdu, c'est cette dimension-là, Mm. du lien social et de tout ce qui va avec. Est-ce que tu as gagné quelque chose? Gagner, je sais pas. Confirmer, ouais. J'ai plein de confirmations sur la nature humaine. Gagner, je sais pas ce que j'ai gagné concrètement. Si, je me suis rapproché beaucoup de ma compagne parce on s'est serré les coudes dans les moments difficiles. Euh, Après, qu'est-ce que j'ai gagné de plus? Non, à part peut-être si, ouais, une façon un peu différente de travailler, de me laisser un peu plus de liberté
dans ma création et ouais, de gagner de la confiance en soi dans un moment où on n'a pas de visibilité et on se dit allez, ça va aller quoi. Et il faut positiver, il faut pas se relâcher. Et, euh, et puis certaines personnes se sont rapprochées de moi là où je les avais un peu délaissés ou mais ils m'avaient un peu délaissé. Mais voilà, ouais, on va dire qu'il y a quand même quelques liens sociaux qui sont un peu renoués avec cette crise. Mais en soi, je me vois pas vraiment gagnant dans quelque chose avec cette crise. C'est vraiment, on l'a subi, on la vit et on essaie de se serrer les coudes. Et puis voilà quoi. Et là, dans ces changements du coup que tu décris, ta capacité à t'adapter, à te lancer dans une nouvelle forme de création, qu'est-ce que tu vas en garder, tu penses, de tout ça après, pour la suite? Je sais pas, parce que moi, je me dis tout le temps que chaque décennie est une étape dans une vie personnelle, plus ou moins. Et on n'est pas pareil quand on a 10 ans, quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, et j'imagine quand j'aurai 40 ans. Donc je pense que ça va aussi Il y aura des choses que je vais percevoir peut-être un peu mieux dans quelques années qu'aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question. Mais parce que je suis quelqu'un qui vit aussi beaucoup au jour le jour et qui essaie de pas trop avoir de remords, enfin qui n'a même jamais de remords. C'est fait, c'est arrivé pour une bonne raison. On va en tirer une belle émotion, une belle raison à la fin dans quelques années. Euh, et voilà, là, pour moi, c'est pas le temps du bilan, c'est le temps encore du on subit. Je pense que le temps du bilan et de ce qu'on a gagné, on le verra dans quelques années, quoi. Mais moi, je suis quand même assez positif et je suis assez optimiste sur l'avenir. Donc, je m'en fais pas trop. Quoi qu'il en soit, l'être humain a toujours su se rebondir de toute pandémie, de toute crise, etc. Donc, ça sera peut-être un changement radical pour l'espèce humaine, ou pour nous, tout à chacun. Mais je pense que c'est un mal pour un bien, quoi. Donc, pour l'instant, voilà, j'attends, je regarde, j'observe et j'espère, je croise les doigts pour que les dégâts soient limités, quoi. Alors justement, pour terminer, pour conclure, je te propose de t'offrir un cadeau aujourd'hui, une petite baguette magique qui a un vœu pour toi, pour ta vie à toi. Qu'est-ce que ce serait? Pour ma vie à moi, euh... pour être honnête, je suis déjà très heureux comme ça dans ma vie aujourd'hui. J'ai pas trop besoin. Euh, Peut-être payer mon impôt. C'est pas matériel, hein, mais c'est ce qui me retient, c'est ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, quoi. C'est les factures qui s'accumulent, le fait de ne pas pouvoir travailler. Je pense souvent au cas des restaurateurs, mais c'est le cas aussi de tout le monde, quoi. Moi, en fait, aujourd'hui, je suis très heureux, je suis très épanoui et ma carrière se passe très bien. Ma vie familiale se passe très bien, donc j'ai vraiment pas de soucis personnels. Les seuls soucis, c'est de toujours faire face comment dire, au rappel matériel de cette société. Et quand on nous empêche de travailler, ça devient compliqué de rester serein. Donc, mon vœu serait peut-être que, ouais, on paye moins d'impôts. C'est pas c'est pas très poétique ou pas très philosophique, mais vraiment là, concrètement, c'est plus l'aspect matériel qui me retient aujourd'hui. De pouvoir Euh, continuer à créer sans te soucier de cette Exactement, dimension-là? exactement, parce qu'il nous envoie quand même beaucoup de stress. Euh, Ça devient un stress d'ouvrir la boîte aux lettres et de dire bon, comment on va faire, quoi. Mm. Euh, Parce que là, mine de rien, les aides, ça devient compliqué. Nous, on n'a pas grand-chose. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'ai pas eu d'aide, hein. Donc, c'est les économies personnelles qui fondent. Il faut qu'on pense aux enfants, il faut qu'on pense à la maison, il faut qu'on pense à plein de choses. Et c'est ce qui nous retient. En fait, c'est le seul truc qui me stresse, c'est ça, en fait. Sinon, si j'avais pas ça, si je pouvais exposer et continuer à vivre ma vie d'avant, je serais totalement serein et je ne demanderais rien à qui que ce soit, quoi. Et du coup, par rapport à l'idée d'après, pour terminer cet échange, Ouais. tu disais que tu étais d'une nature optimiste, que c'était pas forcément évident aujourd'hui de pouvoir se projeter. Est-ce que tu pressens des choses pour la suite? Comment tu te positionnes par rapport à ça? La manière dont Moi, ça... j'ai arrêté de me faire des plans sur la comète et de réfléchir à ce qui va se passer plus tard. Je préfère vraiment prendre au jour le jour et de me dire, si imaginons, je dois arrêter toute ma carrière d'artiste parce que je dois me mettre au travail pour payer les factures, et ben, je le ferai. Si effectivement ma carrière reprend comme c'était avant et tout retourne comme avant, bah, tant mieux et on continuera comme ça. Si, enfin,
enfin, je sais pas, avec les si, on fait les mondes, mais il y a que il y a que demain qui répondra à cette question. Je préfère attendre demain, voir au moment présent et me dire que ça va aller, quoi. Dans tous les cas, le monde est vaste, il y a plein de choses à faire dans ce monde. Il n'y a pas que. Faut pas être, je pense qu'il ne faut pas être trop focus ce qu'on est aujourd'hui. Et il ne faut pas hésiter à changer demain pour devenir meilleur, quoi. C'est parfois, même si on va dans une certaine zone un peu inconfortable et compliquée, il y a toujours quelque chose de bien qui en ressort, quoi. Donc, Mm. moi, je suis de ceux à dire la transformation peut être jolie et belle si on s'y met et si on accepte que, voilà, quoi, il faut avancer et pas se retourner, quoi. Bah, du coup, Ça, on se retourne pas et je te propose qu'on se retrouve dans un an ouais, pour regarder ce qu'on aura vécu d'ici là. avec Et plaisir. avant de te quitter, je voulais te demander si tu pouvais me décrire l'image, le visuel qui est le plus marquant, le plus représentatif pour toi depuis le début de la crise. Alors en fait, c'est une peinture d'Edward Hopper que j'adore, Night Hawks, où c'est ces gens, un couple qui est dans un café, un dîner la nuit, un dîner américain, et la rue est déserte, il n'y a personne, et ils sont juste quatre personnages perdus dans un dîner, où on sent que c'est très solitaire, très calme. Toutes les lumières sont éteintes dans la rue, il y a vraiment une lumière particulière qui se dégage de ce dîner. Et il y a quelque chose de très solitaire, très mélancolique dans cette image que j'adore, qui représente bien, je trouve, un peu mon ambiance dans ce moment et de comment je ressens les choses, quoi. Il y a quelque chose de quand on regarde à 18h le soir, tout est éteint. Dans la rue, il n'y a personne qui marche dans la rue. Et parfois, on a la surprise de croiser quelqu'un qui marche dans la rue. On se dit, tiens, alors, je ne sais pas si c'est un rebelle ou s'il a une station. C'est assez drôle à penser d'ailleurs. Et voilà, cette image, elle me parle beaucoup. C'est la solitude, la mélancolie, et en même temps, la solitude en groupe de personnes. Et en même temps, il y a aussi une image, comment dire, de bien-être que j'adore, moi, de côté un peu nostalgique, voilà, d'une époque ou d'un moment, quoi. Donc c'est vraiment l'image que j'en tiendrai, quoi. Edward Hopper, Nighthawks. Mais merci beaucoup, Clemt, pour cet échange Merci à toi. et rendez-vous l'année prochaine. Avec grand plaisir.